Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode des podcasts de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Laurine Curos, diplômée de l'ENSAR Matmeka, pour échanger avec elle sur la thèse qu'elle prépare au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Gramma. Laurine travaille sur les effets d'une destruction des alimentations lorsqu'elles sont soumises à de fortes impulsions électriques. 1 an après le début de sa thèse, elle nous explique ce qui l'a poussée à se lancer dans la recherche et en quoi consistent ses travaux. Bonne écoute! Bonjour Laurine, merci d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler de ton projet de recherche, mais avant, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivée là ? Bonjour Valérie, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc le parcours, on va dire assez simple ou même assez classique, puisque après avoir fait la prépa des INP sur Bordeaux, j'ai intégré l'ENSAR Matmeka en filière électronique, donc 3 années d'école d'ingénieur avec une spécialité SRT en 3e année. SRT, donc ça c'est l'une des spécialités qu'on a en filière électronique. Tu peux détailler pour ceux qui ne connaissent pas forcément système, radio, fréquence et télécommunications. Et donc à la suite de ça, pendant notre parcours en école d'ingénieur, on effectue différents stages. Et puis le stage de 3e année a permis de m'ouvrir vers la recherche et vers le CEA, puisque je vais effectuer ma thèse au CEA Gramma. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les stages que tu as fait justement ? Alors en première année, si je me souviens bien, c'était un stage un petit peu découverte et j'en ai profité pour partir à l'étranger. Donc je suis partie en Espagne. Donc ça a été un stage un petit peu découverte parce que je voulais plutôt découvrir la culture et leur manière de fonctionner, de travailler. Donc c'était pas du tout en électronique parce que je voulais voir complètement autre chose. Donc j'étais avec un architecte. Donc ça, c'était totalement innovant. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir une facette un petit peu managériale, en fait. Puisqu'il m'a laissé l'opportunité de gérer des projets architecturaux, forcément, mais de gérer la partie administrative, réalisation de projets, planning, etc. Donc c'est aller au-delà de simplement tes compétences techniques. Oui, c'est ça. Ça a vu une autre facette des compétences techniques qu'on avait en première année. Ça reste quand même assez théorique, surtout en électronique. Donc ça permettait commencer à avoir une ouverture d'esprit, mais après c'était dans la continuité, puisqu'en 2e et en 3e année, on avait des cours de management. Tu avais pris une petite longueur d'avance. Oui, j'avais une petite longueur d'avance. Après, c'était le stage de 2e année, donc ça c'était 3-4 mois, il me semble. Dans une entreprise en électronique, donc, qui fabrique toujours d'ailleurs des cartes électroniques, dans un petit village en Dordogne. Et pourtant, il y a plus de 200 personnes qui travaillent dans cette entreprise et qui travaillent pour l'aviation, notamment l'aéronautique. Donc là, c'était vraiment production. Donc il y avait une facette aussi managériale, mais il y avait beaucoup plus de technique puisqu'on était dans la filière électronique. Donc ça, c'est un stage qui m'a beaucoup plu et qui m'a rassurée sur la partie, on va dire, électronique, en parlant les cartes alimentaires. Ça m'a conforté dans ton choix d'orientation. Oui, c'est ça. Là, j'étais sûre que l'électronique, c'était le truc qui me parlait le plus. Et puis, c'était le stage de 3e année qui a été un petit peu... comment dire ? Ça a été révélateur ? Oui, révélateur, oui. C'était il y a le salon Ingénib. Oui. Donc on fait où l'ENSAR Matmeka fait chaque année, oui, à l'ENSAR. Qui permet de rencontrer différentes entreprises. Donc je suis prêtée au jeu et puis je suis partie sur le stand du CEA. Et j'ai découvert qu'il y avait un CEA à Gramma. Donc Gramma, c'est dans le Lot, à côté de Rocamadour. Petit village tout petit. Et il y a quand même 250 personnes, donc c'est un petit centre, on va dire, comparé aux autres CEA en France, mais ça reste Alors, est-ce que tu peux expliquer important. un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce qu'est le CEA ? C'est le commissariat à l'énergie atomique et alternative, donc c'est un centre de recherche. Et donc, il y a différents centres en France. Donc, les plus connus, on peut parler de Saclay. On a au plus près là, de nous, de Bordeaux, on a le VARP, qui a son centre au CESTA. Donc il y a différents centres avec différentes thématiques, différentes applications. Et le centre de Gramma, donc au salon Ingénib, j'ai découvert qu'il y avait un centre qui était basé partie détonique et électromagnétisme. Donc ça a été la découverte et puis en dialoguant, le coup de cœur pour les sujets. Et puis c'est parti dans cette optique-là, la partie électromagnétique, donc la défense conventionnelle. D'accord. Et c'est à l'occasion de ce stage-là que tu t'es décidée à faire de la recherche, c'est ça ? J'avais déjà une petite idée, j'avais déjà une envie avant de continuer dans la recherche,
de découvrir ce monde qui est totalement différent de... C'est un univers bien à part. Voilà, c'est ça, un univers à part, des personnes totalement différentes, une manière de voir les choses, de réfléchir Par rapport aux différemment. sciences même, Par rapport, ouais, peut-être par rapport au métier d'ingénieur qu'on nous enseigne, enfin on nous enseigne pas le métier, mais on nous enseigne la manière d'apprendre les choses. C'est avec maintenant une grosse année de recul, c'est ça, on a une vision un petit peu différente au niveau de l'aspect science. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de faire de la recherche? Parce qu'on ne s'y lance pas forcément au hasard, c'est quand même un parcours assez long et Oui. et Donc riche. oui, déjà on réfléchit parce que c'est 3 ans de plus, on se dit j'ai déjà fait 5 ans, stop. Moi je l'ai fait plutôt dans le sens appréhender la recherche, découvrir ce monde qui nous est quand même pas tout à fait inconnu puisqu'on a des enseignants-chercheurs qui peuvent nous parler de leur métier. Et en fait, ça nous permet d'avoir comme je disais, une nouvelle vision, de se surpasser aussi, parce qu'on va être confronté à un sujet pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, on va être avec le même sujet. La thèse, c'est quand même une partie... Il y en a certaines qui citent que c'est solitaire, la thèse. Mais pas tant que ça, c'est aussi une aventure humaine, puisqu'on est encadré. Donc on a un directeur de thèse. Pour ma part, j'ai 2 encadrants supplémentaires. Donc j'ai un directeur de thèse qui est au laboratoire IMS à Bordeaux, ainsi qu'un encadrant. Et j'ai un encadrant au CEA Gramma. D'accord. Et tu travailles avec une équipe aussi? Après, je travaille, oui, avec les équipes du laboratoire IMS à Bordeaux et puis les équipes qui sont sur place au CEA Gramma. Donc oui, c'est une aventure riche, humainement parlant, techniquement parlant aussi. Et ça permet de se surpasser, de découvrir un monde qui, en fait, au début de sa thèse, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience de ce qui va nous arriver, en fait, pendant 3 ans. D'accord. Et donc maintenant, on va parler de ce qui t'arrive actuellement, voilà. Parce que ça fait quoi déjà, 1 an? Oui, un peu plus d'1 an. Oui. Un peu plus d'1 an. Est-ce que tu peux nous résumer, si c'est possible, ton sujet? Le sujet, quand on le prononce, je peux prononcer le titre. Ah bah tu peux donner le titre. Tu peux donner le titre officiel. Si on vas-y. prend une grande respiration, ça fait modélisation comportementale, les effets de destruction de l'alimentation d'équipements électroniques soumis à des impulsions électriques conduites de fort niveau. Tu as pris ta respiration au milieu? Je sais pas trop. Oui, un sujet, donc ça fait souvent les titres de thèse, c'est souvent très long. Mais si on résume ça, en fait, c'est comprendre ce qui se passe, les effets d'une impulsion de courant qui arriverait sur le secteur, donc dans nos habitations, au niveau de nos prises électriques de courant. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Par exemple, un ordinateur. Un ordinateur qui est branché avec sa prise directement avec sa batterie. Donc en fait, c'est la carte d'alimentation qui sert à alimenter par exemple nos PC. Et donc, si on regarde cette carte d'alimentation au vu d'une impulsion de fort courant qui arriverait au niveau des prises, et cette impulsion, elle serait due, on pourrait l'appréhender comme la foudre, mais en beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Et donc, on essaie de comprendre un petit peu le mécanisme, ce qui se passe, de comprendre les défaillances, la destruction, parce que les cartes d'alimentation sont détruites. On fait brûler la carte d'alimentation, comme on dit. Et le but, c'est d'arriver à une modélisation, donc, c'est-à-dire faire une simulation où on représenterait la carte d'alimentation, l'injection, donc le courant qui est injecté en entrée, et on pourrait dire cette carte d'alimentation de cet ordinateur, par exemple, qui nous sert à alimenter cet ordinateur, va être détruite, et celle-là, une autre, ne le sera pas en fait. Donc c'est un côté prédiction. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie susceptibilité qu'on appelle. C'est la partie, on essaie de savoir si c'est défaillant ou si c'est détruit. Ok, et ce sujet-là, comment t'en es arrivé à te... Parce que c'est quand même très précis, très spécifique. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du stage de 3e année, le CEA avait déjà une thèse en cours sur ce sujet-là, qui était plutôt la partie analyse. Donc, c'était la première partie c'était une thèse, en fait, qui traitait la première partie d'un sujet de recherche très large, en fait. Et donc, le doctorant, qui est maintenant docteur, depuis quelques jours, a été en 2e année de thèse. Et donc, on était dans le même bureau et on a discuté du sujet. Et donc, son sujet, je le voyais travailler au quotidien dessus pendant que moi, je faisais mon sujet stage. Et donc, j'aimais beaucoup comment c'était appréhendé, comment ça fonctionnait. Le sujet me parlait, en fait. C'est vraiment, ça a été au coup de cœur. Et j'y suis allée un peu au feeling, et puis je suis allée voir les encadrants de ce doctorant pour demander s'ils ne voulaient pas faire une suite. Et puis ça a été un peu au culot, comme on dit. Hein. Et puis tout s'est enchaîné très vite, puisqu'ils ont réussi à sortir un sujet rapidement, dans un temps, on va dire, record, un sujet de thèse.
ont trouvé les encadrants nécessaires côté universitaire, qui étaient d'accord pour repartir pour une suite. Et donc, j'ai enclenché directement la thèse. Donc, le stage, je crois, c'est fini fin août, début septembre. Et octobre, j'ai enclenché la thèse directement. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur sur le sujet, en fait. D'accord. Et sur la manière dont tu travailles, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les étapes d'une thèse, en fait, le chemin de travail? Si on résume sur un doctorat, quand on le commence, on a un sujet, on a un papier avec le titre. On a de la bibliographie, donc c'est-à-dire des articles, des papiers de revues, de conférences qui nous permettent un petit peu d'étudier le sujet, de comprendre. Donc moi, j'avais le travail déjà effectué pendant 2 ans d'un autre thésard sur ce sujet-là. Donc le but, c'est d'arriver dans les 6 premiers mois, 1 an, ça dépend des personnes en fait, d'appréhender le sujet. Donc la première année, la plupart du temps, c'est dédié à la compréhension du sujet, de se l'approprier en fait, d'être à l'aise dessus. Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Donc ça, pour moi, ça a duré 6-7 mois. Temps de bien appréhender, de savoir vers où j'allais. Puis après, on est lancé dans le sujet et puis on enchaîne. Donc moi, j'ai une partie expérimentale, par exemple, et une partie théorique. J'ai de la simulation dedans. Et donc, une fois que je traite une partie, par exemple, si je me lance dans la simulation pendant 1 mois, je peux très bien faire une pause et partir sur l'expérimentation s'il y a besoin. Donc c'est très, très vague, très complet en même temps, complexe parce qu'on traite différents sujets en même temps. Et quand tu parles de simulation, tu parles de quoi exactement? Simulation, en fait, c'est à partir d'un outil logiciel où on vient reproduire la carte d'alimentation. Donc, électriquement parlant, on vient schématiser, on vient mettre les composants qui constituent cette carte d'alimentation. De manière numérique? De manière numérique, donc sur ce logiciel. Et on vient reproduire ce qui a été vu en expérimentation, c'est-à-dire le chemin de courant qui passe dans l'alimentation en fonction de l'impulsion qui a été générée en entrée. Et puis regarder, arriver à décrire, donc là c'est la partie modélisation du comportement qu'on est en train d'étudier. Donc là c'est la partie que je suis en train de traiter par exemple actuellement, essayer de comprendre quelles sont les fragilités de chacun des composants qui composent cette carte, de les tester unitairement. Donc on prend par exemple un simple, c'est comme si on prenait une résistance, on la prend toute seule, on lui injecte un fort courant et on regarde jusqu'à pas à pas en fait, et on regarde son niveau de destruction. D'accord, tu veux dire comme les limites en fait? Oui, en fait, on regarde composant? ses limites donc, physiques, techniques, matérielles de ce composant. D'accord. Et donc, à partir de ces limites, on est capable de les réinjecter en simulation, donc dans notre outil, et de savoir si, par exemple, un composant est détruit, ça va entraîner la destruction d'un autre, etc. Donc, en fait, ça fait comme si on modélisait sur simulation numérique un scénario de destruction, en fait. L'enchaînement en cascade de ce qui peut se passer à l'intérieur d'une alimentation. Donc, il y a une partie analyse physique, une partie compréhension des mécanismes. Donc, c'est pour ça que je disais c'est très, très large comme sujet. D'accord. Comme sujet de recherche, ça reste un sujet très large. Dans la manière dont tu peux le traiter, c'est ça? Il y a différents points d'appui. Donc, on étudie une branche, en gros, de l'arbre. Et quand on arrive au bout et qu'on se rend compte, non, c'était pas celle-là, donc on va chercher le petit branchage à côté et puis on va gratter ailleurs, en fait. Donc, c'est plein de rebondissements. Tu cherches vraiment. Voilà. Oui, c'est chose. vraiment, je cherche quelque chose. Peut-être à la fin de la thèse, je vais savoir quoi, mais je cherche quelque chose, en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ambition de ce projet, en tout cas l'objectif? Parce que tu disais donc que c'était un peu la suite d'un projet déjà existant. Et qu'est-ce qui va arriver quand toi, tu auras mené à bien tes recherches? Donc oui, c'est toujours un peu compliqué de savoir vers où on va aller dans ces sujets-là, puisque c'est très large, très complexe. À la fin de ma thèse, ce qui serait intéressant, et pour l'instant, on en a encore à des discussions, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vraiment... On a eu, pendant la thèse précédente, donc les 3 premières années de thèse ont servi à comprendre le mécanisme, donc qu'est-ce qui est détruit, dans quel sens, sur la carte d'alimentation, quels composants. Et maintenant, c'est plutôt la partie modélisation que je traite. Donc c'est trouver les limites, comme je vous disais, des composants, et de modéliser ce comportement en fait, numériquement. Donc ça serait l'objectif final de la thèse, d'arriver à avoir une idée de comment on pourrait modéliser. Donc ça ne sera peut-être pas la modélisation finale, la toute fin de ce sujet de recherche sur la susceptibilité des équipements, mais ça sera un bout en fait, c'est une pierre qu'on pose à l'édifice. Donc l'objectif au final, oui, de tous ces travaux, ça serait d'arriver à comprendre, prédire les défaillances ou les destructions des équipements. Donc là, c'est une alimentation,
c'est des alimentations du commerce, donc on va dire des ordinateurs. Mais ça serait d'élargir à d'autres équipements en fait. N'importe quel équipement, ça pourrait être un PC, un système de communication. Mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément moyen de savoir si ce sera les mêmes défaillances en fait sur d'autres types d'équipements, c'est ça ? Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie expérimentale, parce qu'on doit tester l'équipement malgré tout. On doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur l'équipement avant d'en faire un modèle quelconque en fait. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi vous cherchez à comprendre ça justement ? Ce que en fait on cherche à comprendre, c'est la partie qu'on appelle défense. On essaie d'arriver vers une protection optimale des équipements, donc que ça soit civil ou militaire, face à des agressions type électromagnétique. Donc en général c'est intentionnel, hein. Que ça soit d'une nation ou d'un pays, d'une menace d'une nation ou d'un pays, ou encore d'un groupe terroriste. Ou d'un petit hacker qui serait capable dans son garage de bidouiller une petite antenne pour envoyer une petite onde en fait. Donc c'est tout ce panel très large qui est étudié en électromagnétisme au CEA-GRAMA. Et donc là, c'est la recherche en fait mène vers, c'est une première partie qui nous permettrait de ne pas tester tous les équipements parce qu'ils sont nombreux de nos jours. Donc quand on a tous un téléphone portable, un ordinateur, etc. Donc ça fait énormément d'équipements différents à tester. Donc c'est d'arriver à une partie modélisation, donc vraiment modéliser la susceptibilité. On arrive à simuler, à modéliser numériquement, si vous voulez, l'agression, donc l'onde électromagnétique qui viendrait sur un câble d'alimentation, sur le réseau électrique EDF qui arriverait dans nos prises. Mais on ne sait pas modéliser qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est cette partie-là, c'est pour ça qu'on étudie. Donc c'est vraiment une étude amont, parce que c'est une première en fait qui se fait, qui s'étudie dans cette partie-là. Mais donc si on peut résumer vraiment très grossièrement, on peut dire que ton sujet participe à des réflexions sur la sécurité en fait, sur des la équipements. Sécurité des équipements dans l'ensemble. Donc prédictif dans un premier temps, des défaillances, des destructions de ces équipements, et à terme, on espère la partie qu'on dit durcissement. Donc là, c'est la partie protection en fait, mettre en place les moyens nécessaires sur les cartes d'alimentation, sur des PC, sur des réseaux, en entrée des prises électriques, qui nous permettent de nous protéger comme ils nous protégeraient pour la foudre en fait. Est-ce que tu aurais un conseil pour des étudiants qui seraient intéressés pour faire de la recherche peut-être ? Oui, ça peut faire peur de partir pour 3 ans de plus, ça c'est sûr. Si je me souviens des discussions avec mes camarades à l'époque, c'était plutôt pourquoi tu vas là-dedans, de toute façon tu gagneras pas plus. Donc ça, c'était la grande question que tout ingénieur se pose à la sortie. Oui, mais je vais pas être bien payé en thèse. C'est vrai, mais on n'est pas non plus hyper mal payé. On peut vivre malgré tout. Il faut vraiment que, si on a envie d'essayer, il faut vraiment chercher son sujet, quelque chose qui nous parle. Regarder l'encadrement, c'est très très important. J'ai 3 encadrants et donc on se dirait 3 fois plus de problèmes, certains diraient. Mais en fait, non. Si on a 3 personnes qui s'entendent bien et qui apportent chacune une pierre à l'édifice, qui en plus travaillent en collaboration, c'est juste la thèse en fait, elle peut que se passer bien en fait. Donc il faut vraiment vérifier son sujet, que ça parle, et l'encadrement. C'est les 2 priorités. Après le reste, si on est motivé, qu'on a envie d'essayer, il faut y aller, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur en fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des événements ? Mais de soutenir ma thèse dans 2 ans. Et puis de faire en sorte que le sujet avance au maximum des attentes, que ça soit du CEA-GRAMA et de mes attentes de mes encadrants, et puis des miennes aussi. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on est basculé dans un système où on a envie que ça avance coûte que coûte. Et puis pour la suite, on verra s'il y a toujours la possibilité de, pourquoi pas, continuer au CEA sur la partie susceptibilité. C'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de pouvoir poursuivre tes travaux sur le sujet ? Oui, j'ai vraiment trouvé une partie des études, donc protection, sécurité en fait, qui est vraiment passionnante au niveau électromagnétique, et donc qui traite différents sujets, nombre d'équipements qui nous entourent, nombre de possibilités d'agression électromagnétique différentes. Donc c'est des sujets tellement larges,
il y a tellement de recherches à faire dessus que ça en devient passionnant en fait. D'accord. J'espère que tu auras l'occasion de le faire en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.